Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il y a une douzaine d'années, c'était au printemps 2010, j'ai été appelé par les propriétaires du château d'Annette qui souhaitaient me confier un redoutable honneur. Alors que plus de 2 siècles après avaient été retrouvés et authentifiés les restes de Diane de Poitiers qui avaient été profanés à la Révolution, une cérémonie devait accompagner le retour de ses cendres dans la chapelle sépulcrale de la demeure. Et pour prononcer ce qu'on pouvait considérer comme une seconde, comme une nouvelle oraison funèbre, eh bien, on avait pensé à votre serviteur. J'étais à Moscou ce printemps-là et je me rappelle avoir écrit mon hommage à Diane dans la vieille capitale russe encore enneigée. J'ai retrouvé le texte que j'avais prononcé à l'époque d'une voix un petit peu tremblante devant toutes les cours d'Europe, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que la quasi-totalité des souverains d'aujourd'hui descendent d'une façon ou d'une autre de Diane de Poitiers. Et dans cet hommage, dans cette espèce de deuxième éloge funèbre, on pouvait lire des phrases comme celle-ci. « Petite fille modèle, jeune fille rangée, mère courage et veuve exemplaire, celle qui devait occuper plus tard la première place dans le cœur du dauphin de France, un jour souverain, fut le contraire d'une femme facile. La prendre pour une courtisane, ce serait non seulement commettre une erreur effroyable, ce serait faire injure encore aux vertus inflexibles qu'elle incarna jusqu'à la mort. Tant il est vrai que Diane, auprès d'Henri, n'a jamais été l'objet que d'une passion qui, pour ardente qu'elle fût, demeura pure, c'est en tout cas ce dont je suis convaincu. À l'époque, je venais de publier toute une série de romans historiques dont la vie fabuleuse de Diane était le centre de gravité, le fil conducteur. Il s'était agi au départ de scénarios que je destinais à la télévision. Et pour écrire ces 3 livres, j'avais dévoré des mois et des années durant une documentation impressionnante. Ça m'avait amené à tenter de faire le départ entre la légende de la favorite d'Henri II, double légende, noire et dorée, et le peu que les sources d'époque permettaient de comprendre de cette vie sans pareil. Et j'en ai conclu, d'intuition et de raison, que Diane n'avait pas été la courtisane éternellement jeune et belle, intensément politique, machiavélique et sulfureuse que nous propose la Vulgate, mais une femme placée par les circonstances dans une position qui lui avait permis de faire primer en tout les intérêts de sa famille et notamment de ses filles, tout en essayant de servir par tous les moyens les intérêts de l'Église catholique qui aura été le cœur, le pivot de cette existence. Il y a tant de légendes au sujet de Diane. Par exemple, celle que nous appelons couramment Diane de Poitiers est née Diane de Saint-Vallier. Elle est devenue ensuite Madame de Brézé, qu'on appelait à la cour la Grande Sénéchale, avant d'être titrée par Henri, justement, Duchesse de Valentinois. Alors, me direz-vous, ce patronyme de Poitiers, eh bien, c'est seulement le nom d'un des fiefs de son père, le marquisat méridional de Pétieux, qui en vérité d'ailleurs n'a rien à voir de près ou de loin avec la capitale du Poitou. Ce n'est bien sûr pas à Poitiers, mais à Annette qu'il faut donc venir chercher le souvenir de la dame. Permettez-moi de revenir à ma petite oraison funèbre. Nulle part le magistère artistique, esthétique de la duchesse de Valentinois ne s'est mieux exercé qu'en son idéal d'Annette. Voici ce qu'en écrivait pour lui complaire le merveilleux Dubellay. De votre Dianette, de votre nom j'appelle votre maison d'Annette, la belle architecture, les marbres animés, la vivante peinture qui la font estimer des maisons la plus belle, les beaux lambris dorés, la luisante chapelle, les superbes donjons, la riche couverture, les jardins tapissés d'éternelle verdure et la vive fontaine à la source immortelle. Ces ouvrages, madame, à qui bien les contemple, rapportant de l'antique le plus parfait exemple, montrent un artifice de dépense admirable. Mais cette grande douceur jointe à cette hautesse, et cet astre bénin joint à cette sagesse, trop plus que tout cela, vous font émerveillable. Franck Ferrand sur Radio Classique. Diane est née vers
1500, elle est morte en 1566. Pour vous repérer, dites-vous qu'elle avait 15 ans au moment de l'avènement de François Ier, dont elle n'était du reste la cadette que de quelques années, et qu'elle est décédée presque septuagénaire, 7 ans après la mort de son cher Henri II. Je dis qu'elle est née vers 1500 parce que personne n'est capable de nous donner la date exacte de sa naissance. Est-ce qu'elle est née le 14 mars 1500? Est-ce qu'elle est née le 31 décembre 1499? Certaines sources l'affirment, d'autres nous disent le 9 janvier 1500. Bref, disons qu'elle est née avec le XVIe siècle. Alors, de même, on ne sait pas où elle est née. Est-ce que c'était à Sérignan, ou bien à Pisançon, à Estoile ou à Saint-Vallier? Une chose est sûre, elle est née dans le Dauphiné. Son père, Jean de Saint-Vallier, était seigneur de Poitiers. Quant à sa mère, elle appartenait à la famille de Batternay. C'est ce qui d'ailleurs faisait d'elle une proche d'Anne de Beaujeu. Il y avait dans cette famille 2 garçons, Philibert et Guillaume. Il y avait 3 filles, Anne, Françoise et Diane. Alors vous allez me dire, étrange prénom, hein, Philibert, Guillaume, Anne, Françoise, des bons prénoms classiques de la cour de France, et puis d'un seul coup, Diane, ce prénom antique et mythologique. Il est vrai qu'elle chassait la biche, comme le faisait la Diane de l'Antiquité, et qu'elle était comme elle, assez chaste, et qu'elle le restera toute sa vie, d'une certaine manière. Elle a 5 ans et demi, la petite Diane, quand sa mère vient à mourir et que son père, assez vite, décide de la confier aux bons soins de celle qui a été régente du royaume pendant la minorité de son frère Charles VIII, de celle dont Louis XI disait qu'elle était la moins sotte femme qui fut en France, car de sage, de sage, disait-il, je n'en connais point. Anne de Beaujeu, bien entendu, c'est elle, Anne de Beaujeu, qui en mars 1515 va la marier, et donc elle a à ce moment-là 15 ans, hein, elle va la marier à Louis de Brézé, qui lui en a 56, le comte de Molévrier, qui est grand sénéchal de Normandie. Le père de Louis de Brézé, Jean, avait été condamné par Louis XI, parce qu'il faut vous dire que son épouse était la fille d'Agnès Sorel, autant dire la demi-sœur du roi Louis XI, qu'elle s'était éprise d'un veneur qu'elle rencontrait secrètement au château de Rouvres, et que Jean de Brézé les avait surpris dans ce château. Il avait percé l'amant et sa maîtresse de 100 coups de dague, ce qui lui avait valu d'être emprisonné pendant 4 ans, de payer 100 000 écus et de voir tout son bien confisqué. Tout ça avait été restitué ensuite à Louis de Brézé, auquel donc on va donner pour épouse cette jeune Diane. C'est ce qui lui donne en même temps une position à la cour, à Diane. Elle est dame d'honneur de la reine Claude, l'épouse du nouveau roi François. Elle essaie de faire son chemin dans cette cour de France, bien entendu. Elle aura elle-même deux filles, Louise et Françoise, qui naissent en même temps que les enfants royaux. Et quand je dis les enfants royaux, je parle de François, d'Henri, de Charles, mais aussi de Marguerite, de Charlotte, de Madeleine. On est à la pouponnière d'Amboise, et l'on peut dire de Diane à l'époque qu'elle est une sorte de gouvernante. Elle n'en a pas le titre appartient à la maison de Brissac, mais elle en a l'emploi en tout cas. Ainsi, il faut bien imaginer qu'à l'âge de 22 ou 23 ans, elle lange quasi quotidiennement dans cette pouponnière d'Amboise ce bébé qui un jour va devenir le roi Henri II. Vous comprenez à partir de là qu'elle n'ait pas pu être 20 ans plus tard sa pure et simple maîtresse. Vous écoutez Radio Classique. La toute jeune Diane de Brézé, c'est ainsi désormais qu'il faut l'appeler, elle a 22 ans, elle est l'épouse du grand sénéchal de Normandie, un vieillard presque infirme, elle est dame d'honneur de la reine Claude, et surtout, je devrais préciser qu'elle est la protégée de la mère du roi, François, qui s'appelle Louise de Savoie. Or, en juillet 1522, cette Louise, qui depuis des années est secrètement amoureuse de Charles de Bourbon, de 15 ans son cadet, Louise apprend pleine d'espoir que ce jeune seigneur est devenu veuf. Elle tombe le masque et elle menace de capter l'héritage de sa femme s'il ne consent à l'épouser enfin. Il faut vous dire que cet héritage, c'était un apanage qui normalement ne se transmet pas par les femmes et qui constituait un énorme territoire, tout le Bourbonnais au sens le plus large possible, en plein cœur du royaume. C'était donc un moyen pour la mère de François Ier de faire rentrer cet apanage dans les girons de la couronne. Il n'empêche, le jeune connétable est outré de ce chantage et il court se jeter dans le camp des ennemis de François Ier. Les ennemis, c'est Charles Quint, bien entendu, et c'est également le roi Henri VIII d'Angleterre.
Il se trouve que le complot du connétable de Bourbon est dénoncé à un évêque normand, Jean le Veneur, qui prévient le grand sénéchal de sa province pour qu'il avertisse le roi. Le sénéchal de Brézé, c'est le mari de Diane, vous l'avez compris, et en se frottant les mains, il se dit que ce sera un service rendu à la couronne qui va lui valoir des avantages, ainsi qu'à sa femme. Patatras, on apprend que le propre père de Diane, Jean de Saint-Vallier, se trouve être, qu'on peut appeler si vous voulez Jean de Poitiers, se trouve être au nombre des complices du connétable. Et ça, pour Diane, c'est un coup terrible. Le voilà, Saint-Vallier, séquestré, menacé de torture, qui conjure sa fille et son gendre d'user de toute leur influence à la cour pour le tirer de sa geôle, mais en dépit de l'amitié de Madame Louise pour Diane, le malheureux n'en est pas moins condamné à mort. Et il ne sera gracié qu'à l'instant ultime, au moment où la lame du bourreau était tout prêt à le décapiter. Sur ces entrefaites, la protectrice de Diane, la reine Claude, vient à passer de vie à trépas. Et après la mort de la reine, on voit Diane se rapprocher de la mère du roi, qui est devenue régente du royaume en l'absence de François Ier, parti guerroyer en Italie. Ça va être le désastre de Pavie en février 1525 qui entraîne la réclusion du roi et l'asservissement de la France. À la cour, Diane et son vieux mari jouissent d'une position trop forte pour ne pas leur attirer d'inimitié. Ils usent de leur influence pour conseiller la régente dans les négociations qu'elle doit conduire avec l'ennemi vainqueur. Or, au terme des accords de paix, les deux premiers fils de François Ier, le dauphin François et le prince Henri, doivent remplacer leur père en Espagne comme otages d'État. Je précise qu'ils n'ont que 8 et 7 ans. Diane fait partie de l'escorte qui accompagne les princes jusqu'à la frontière et au moment de la terrible séparation, on la voit sortir du rang pour venir consoler le prince Henri tout sanglotant et déposer un baiser sur son petit front. Voilà un jeune prince marqué à vie et qui, pendant les terribles années de ce qui va en Espagne devenir une véritable captivité, et même une captivité des plus dures, lira des romans de chevalerie, notamment Amadis de Gaulle, le roman de la fée Urgande. Et à la fée Urgande, il prêtera naturellement les traits de Diane, les traits de maman Brézé, comme il l'appelait. On peut dire que cette maman Brézé est en train de devenir, au sens courtois, la dame de ses pensées. Finalement, la rançon des princes ayant été réunie, notamment grâce aux ailes du couple Brézé, Diane peut se glisser de nouveau dans le cortège qui va accourir à la rencontre des princes au moment de leur libération. 4 années de réclusion, tout de même. Le jeune prince Henri, évidemment, n'a pas oublié le baiser de Diane sur son front. Il marque en vérité une telle prédilection pour la grande sénéchale que François Ier va confier à celle-ci le soin de réacclimater ce garçon taciturne aux douces manières de la cour de France. Diane devient plus que la confidente, elle devient une sorte d'obsession pour le prince Henri. Un peu plus tard d'ailleurs, elle négociera son mariage, le mariage de ce prince avec la Duchessina Caterina da Medici, qui est en vérité une alliée de Diane par les Latour d'Auvergne, elle est même sa cousine pour tout vous dire. Le grand sénéchal n'a pas le temps de jouir du succès de son épouse. Il meurt en juillet 1531 dans son château d'Annette. Il laisse une veuve encore jeune, déjà riche, très puissante. En tout cas, elle est en passe de le devenir. Et le mois suivant, c'est au tour de la régente Louise de passer de vie à trépas, non sans avoir donné sa bénédiction à Diane. Elle lui a prédit qu'un jour, elle allait devenir plus que reine. Franck Ferrand sur Radio Classique. Septembre 1531, Éléonore de Habsbourg, la sœur de Charles Quint, est depuis plus d'1 an la seconde épouse de François Ier. Et au nombre de ces dames d'honneur, en bonne place, vous comptez Diane, évidemment. Diane de Saint-Vallier, devenue Diane de Brézé, qui est toujours habillée en noir et blanc. Elle porte le deuil de son grand sénéchal de Marie. Or, à l'occasion d'une joute devant l'hôtel des Tournelles rue Saint-Antoine, le prince Henri n'hésite pas à venir incliner sa bannière devant Diane. Évidemment que l'étiquette aurait plutôt désigné Éléonore. Et à l'issue du tournoi, les seigneurs devant élire la plus belle dame de la cour, il désigne la grande sénéchale, ce qui va lui valoir les foudres de celle qui est devenue la nouvelle maîtresse de François Ier, Anne de Pisseleu, qu'on appelle la duchesse d'Étampes. Désormais, il y aura 2 partis à la cour, le parti de la duchesse d'Étampes et le parti
de Madame de Brézé, de Diane, en noir et blanc, qui comprend, Diane, que sa fortune est dorénavant attachée à celle d'Henri. Tout en gérant ses domaines, elle met au point les conditions du mariage du prince avec donc sa cousine Catherine de Médicis. Le prince a 14 ans, Catherine en a 13. Et en octobre 1533, ça va être les noces qui auront lieu à Marseille. Hélas, hélas, ce couple va se révéler infertile et ce pendant de longues années. Diane use de tout l'ascendant possible pour pousser Henri dans la couche de sa femme. Mais il y a chez ce jeune prince une malformation qui le rend sinon stérile, du moins infécond, ce qui préoccupe et renforce son côté taciturne. Le roi François se plaint de l'humeur sombre d'Henri. « Fiez-vous à moi, lui lance Diane, j'en vais faire mon galant. » Et on a mal compris cette phrase sans doute, on a voulu croire qu'elle voulait dire « je vais en faire mon amant ». Non, elle en fait un galant platonique dans l'esprit des fameux romans de chevalerie qui alors occupent encore tout l'esprit de François. Ce prince ne va pas tarder à changer complètement de statut puisqu'à l'été 1536, son frère aîné François vient à mourir et qu'il devient à son tour dauphin de France. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et vous imaginez le changement de statut également pour Diane, bien entendu. L'accession pour elle du ténébreux Henri au rang de dauphin représente une chance inespérée. La voilà plus insinuante que jamais, la chasseresse, si je puis dire, et qui poursuit l'éducation sentimentale de son protégé. Mais le prince ne s'en tient pas à cela. Lors d'une campagne outremont avec Montmorency, son mentor, Henri vient à engrosser une jeune piémontaise qui s'appelle Filippa Ducci. Le voilà rassuré quant à son aptitude à procréer. Et du coup, les jours de Catherine de Médicis à la cour sont comptés. On se dit que Diane va évincer celle que tout le monde présente comme sa rivale. Eh bien, c'est pas du tout ce qui se passe. En vérité, elle fait tout pour maintenir à la cour Catherine de Médicis et elle lui présentera un médecin Fernel qui, procédant à des opérations sur le dauphin et sur son épouse, va rendre le couple enfin fécond. Ça pour tous ceux qui mettent en avant la prétendue rivalité entre Diane et Catherine. La vérité, c'est qu'un jour, le prince Henri va devenir le roi Henri II, qu'il aura évidemment à sa droite la reine Catherine de Médicis et à sa gauche, tout près, plus près encore, quasiment assise avec lui sur le trône, celle que Madame Louise avait déjà nommée, elle avait raison, la plus que reine. Vous écoutez Radio Classique.